Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat, c'est vrai, mais absolument essentiel. On va décrypter ensemble une perspective sociologique qui a plus d'un siècle, mais qui, vous allez voir, éclaire notre monde actuel d'une façon assez bluffante. On va découvrir comment un acte qu'on perçoit comme le plus intime qui soit est en réalité profondément social. Et avant de plonger dans le vif du sujet, il est hyper important pour moi de rendre à César ce qui est à César. Toute cette analyse s'inspire d'une synthèse vraiment brillante rédigée par Judikaël Diambou-Nabatsi et qui a été partagée dans un groupe Facebook d'étudiants en sociologie. Notre but ici, c'est de donner encore plus d'écho à ce super travail pédagogique. Voilà la question de départ, la question un peu folle, presque provocatrice, qui est au cœur de tout. C'est l'idée géniale d'un certain Émile Durkheim. Et si, pour comprendre le suicide, il fallait arrêter de regarder l'individu au microscope et plutôt lever les yeux vers la société qui l'entoure. Alors, comment Durkheim s'y est-il pris pour prouver un truc pareil? Eh bien, il a fait ce que tout bon scientifique fait. Il a mis de côté les idées reçues, les on dit que, pour se confronter à la réalité brute des chiffres. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. Les explications qui circulaient, c'était la folie, la dépression ou même l'influence de la météo. Bref, que des causes qui se concentraient sur la personne elle-même, sur sa psychologie ou son environnement direct. Sauf que, en analysant les statistiques, Durkheim a découvert des schémas, des régularités super étranges. Par exemple, il a remarqué que le taux de suicide était systématiquement plus élevé chez les protestants que chez les catholiques. Et ça, peu importe le pays. C'était trop régulier pour être une simple coïncidence. Et c'est là que le génie de Durkheim entre en jeu. Il a compris que la différence, elle ne venait pas des textes sacrés ou des croyances, non. Elle venait de la structure sociale de ces communautés. Il y avait une force invisible, une force purement sociale qui était à l'œuvre. Mais laquelle? On rentre maintenant au cœur du réacteur, au cœur de sa théorie. Pour Durkheim, ce qui nous relie à la société, ce qui nous tient ensemble, ça repose sur deux grandes forces invisibles qui agissent en permanence sur nous. Pour bien comprendre ça, il faut définir un concept clé, le fait social. En gros, c'est l'idée que la société a sa propre vie, ses propres courants qui nous traversent et nous façonnent, souvent sans même qu'on s'en rende compte. La langue qu'on parle, les coutumes, tout ça existait avant nous et nous influence. Et donc, voici ces fameuses forces. D'un côté, il y a l'intégration. C'est notre niveau de connexion aux autres, le sentiment de faire partie d'une famille, d'un groupe d'amis, d'une communauté. Et de l'autre côté, il y a la régulation. Ça, c'est le cadre, les règles, les normes qui guident nos vies et qui mettent des limites à nos désirs. C'est une sorte de gravité sociale qui nous maintient en orbite. Et là, attention, le point crucial, c'est ça. Le danger ne vient pas de ces forces en elles-mêmes. Au contraire, elles sont nécessaires. Le danger vient de leur déséquilibre. Quand cette gravité sociale est soit trop faible, soit beaucoup trop forte, eh bien l'équilibre est rompu et ça crée des tensions qui peuvent devenir destructrices. Alors voyons voir ce que ça donne concrètement quand cet équilibre se brise. À partir de là, Durkheim va identifier 4 grands types de suicides. Chacun est la conséquence directe d'une rupture bien spécifique de ce lien social. Le premier, c'est le suicide égoïste. Et je précise tout de suite, le terme égoïste ici n'a rien de moral. Ce n'est pas un jugement de valeur. Ça décrit simplement une situation où l'individu, l'ego, se retrouve trop déconnecté des groupes qui l'entourent. En clair, quand les liens sociaux s'affaiblissent, l'individu se retrouve seul face à lui-même. Les grands objectifs collectifs qui donnaient un sens à sa vie, ils disparaissent. C'est ça qui explique, selon Durkheim, pourquoi les protestants, qui ont un rapport plus individuel à la religion, ou les célibataires, qui sont moins intégrés à une cellule familiale forte, avaient des taux de suicide plus élevés. Maintenant, on passe à l'exact opposé, le suicide altruiste. Ici, le problème, ce n'est plus le manque de lien, mais au contraire, un excès de lien. L'individu est tellement fusionné avec le groupe qu'il n'existe presque plus par lui-même. Quand l'intégration est à ce point extrême, la vie d'une personne perd toute valeur en dehors du groupe. Elle n'a de sens que si elle sert le collectif. Le suicide peut alors devenir un devoir, un sacrifice honorable. On pense bien sûr au capitaine qui sombre avec son navire, ou à des soldats qui se sacrifient pour leur régiment. Allez, on change d'axe. On a vu l'intégration, passons maintenant à la régulation. Qu'est-ce qui se passe quand le cadre, les règles de la société, s'effondrent d'un coup? C'est ce que Durkheim appelle une situation d'anomie. L'anomie, c'est ce que Durkheim appelle le mal de l'infini. Sans règles claires pour limiter nos désirs, tout semble possible, mais du coup, plus rien n'est jamais vraiment satisfaisant. Et le truc paradoxal, c'est que ça arrive non seulement pendant des crises économiques brutales, mais aussi, et c'est ça qui est fou, pendant des périodes de prospérité soudaine qui chamboulent tous les repères. Et enfin, le dernier type, que Durkheim a moins développé, mais qui est essentiel pour compléter le tableau, le suicide fataliste.
c'est le résultat d'un excès écrasant, oppressant de régulation. Là, c'est la situation inverse de l'anomie. L'avenir est complètement bouché. La société exerce un contrôle si tyrannique que tout espoir, toute perspective est anéantie. Durkheim pensait par exemple aux esclaves ou aux personnes coincées dans des systèmes totalement rigides sans la moindre porte de sortie. C'est la conséquence tragique des systèmes d'oppression. D'accord. On pourrait se dire, c'est fascinant, mais tout ça, ça a été écrit en 1897. Alors, en quoi est-ce que ça nous parle encore aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant. Parce que cette grille de lecture nous donne des outils incroyables pour analyser notre propre société. Parce que ces forces sociales ne sont pas du tout abstraites. Le manque d'intégration, par exemple, c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la solitude dans nos sociétés modernes. Et l'excès de régulation, c'est le poids des systèmes d'oppression, des inégalités économiques qui bloquent l'avenir de toute une partie de la population. La sociologie nous aide à mettre des mots sur ces réalités. Cette phrase, elle résume à elle seule toute la révolution de Durkheim. Il nous force à dézoomer, à passer de la psychologie de l'individu à l'analyse de la morphologie sociale, c'est-à-dire la forme même de notre société. Il nous montre que nos destins individuels sont inextricablement liés au monde que l'on construit, ou pas, tous ensemble. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question vertigineuse et inévitable. Si les causes de cette souffrance sont sociales, est-ce que les solutions ne devraient pas l'être aussi? Comprendre ça, c'est comprendre qu'on a une responsabilité collective, celle de bâtir des communautés plus soudées, des systèmes plus justes, bref, une société où chacun et chacune peut réellement trouver sa place.